Quand on gagne quelque chose, on sait qu'on le gagne. Mais quand on ne le gagne pas, c'est une leçon que nous gagnons. Ah, this is the dream. I dig it blues. Même I dig it. pas I dig it blues. mort. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Avec cette saison 3, notre objectif est toujours de changer de regard sur la vieillesse, afin de cultiver les liens qui nous unissent à nos aînés. Et cette fois, on vous emmène à la rencontre de Georges, Adolpha, Moulay, Madeleine et Jean Gilbert. Âgés de 64 à 83 ans, ils ont tous fait face à de grandes difficultés. Mais les galères ne sont pas leur unique point commun, car au-delà de l'adversité, ils partagent la même fierté bien placée, la même détermination lumineuse. Pour nous, ces personnalités flamboyantes ont accepté de se confier sur leurs forces, leurs talents et sur les petits bonheurs de tous les jours qui mettent du baume au cœur. Je suis Fiona Hyper, je suis journaliste, et à travers ces 5 portraits, je vous invite à vous laisser guider par leur élan de vie si précieux. Je m'appelle Georges, j'ai des origines péruviennes, j'habite en France depuis 35 ans et j'ai 68 ans. Parisien depuis plus de 30 ans, Georges dégage une certaine sérénité. Cette quiétude, il l'entretient au quotidien en commençant sa journée par une balade dans les buttes de Chaumont. Puis il s'installe sur les quais de Seine pour peindre et se plonger dans sa poésie adorée. Le jour où je rencontre Georges, il porte un polo orange tapant. Lui qui attribue une grande importance à la symbolique et aux couleurs m'envoie peut-être un message. Le mouvement et la créativité, attribués à la teinte orange, sont 2 des moteurs essentiels de son histoire. Au Pérou, Georges a fait une école de journalisme, puis les beaux-arts, avant de s'installer en France. Passé par une carrière dans l'informatique, il a été représentant délégué des communautés autochtones péruviennes pour l'UNESCO. Avant de le laisser en dire plus sur lui, il me semble important de vous projeter Georges dans un monde artistique foisonnant, où le rapport au spirituel, hérité de ses origines, lui inspire une philosophie de vie bien à lui. Je passe la plupart du temps au bord des Seine, entre le musée d'Orsay, le Louvre et le quai Branly. Et j'apprécie le plus, c'est la joie, sont les émotions. Des fois, il y a des travailleurs qui viennent prendre un sandwich au bord des Seine et qui échappent de son bureau. Quand on commence à parler avec moi, les gens, il y en a des choses qui se réveillent. C'est des gens qui se rendent compte qu'ils ne vont pas au théâtre, qu'ils ne vont pas au cinéma, qu'ils ont fait la peinture une fois dans sa vie, qu'ils ne vont pas dans les musées, qu'ils ne vont pas dans les expositions. C'est cette liberté, cette ouverture de l'âme, je pense que c'est ça le plus important, parce que quand je fais la peinture, je ne suis pas enfermé dans un atelier, et la peinture, pour moi, c'est un véhicule de renaissance. Je n'aime pas le mot de résilience, mais c'est plutôt la persévérance, d'insister, de persévérer et de ne pas... Parce que je pars du principe que tout le monde pense mal de tout. Ça, je crois que c'est naturel, c'est humain. Et cet équilibre entre le bien et le mal pensé, c'est quelque chose qui peut nous ruiner aussi la vie. C'est pour ça que dans mon cas personnel, je pense pas être dans la mauvaise pensée et de ne pas donner de pouvoir non plus à la souffrance, la douleur, la crise. Et si je sens comme que la douleur et la souffrance elle envahit la plupart de ma pensée, et je vais y aller dans cette situation-là.
Et je pense que ça, c'est la meilleure chose que je peux porter. La persévérance et c'est fait de ne pas rester dans cet équilibre de bien ou de mal pensé, c'est plutôt de bien penser. Georges met son expérience personnelle au service des autres en représentant les petits frères des pauvres au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce conseil, qu'on appelle aussi le CNLE, assiste le Premier ministre et le gouvernement sur les questions liées aux problèmes d'inclusion. Encouragé par une assistante sociale, Georges a candidaté afin de s'engager, non seulement pour rentrer dans le vif du sujet et mieux comprendre le système, mais aussi pour participer à améliorer la vie des autres. Son dossier a été retenu et il en tire une immense fierté. Dans ma vie en général, je crois que ma grande réussite, c'est que je n'ai pas fait des études de droit, je n'ai pas été préparé, formé pour être comme un activiste social, un activiste politique. Et la vie m'avait amené à occuper des postes importants. Je prends aussi conscience de que ma valorisation personnelle et professionnelle, elle revient. Et cette reconnaissance, elle vient pas nécessairement du milieu matériel, du milieu... il y a un philosophe qui disait que tout ce qui est matériel, nécessairement, il va se décomposer par l'air, dans l'air. Je suis plus dans cette ambition de vouloir les choses matérielles, c'est d'accepter ma situation personnelle, de me prendre en charge à moi-même, que cette valorisation, elle se fasse pour des choses que je mérite, pas pour des choses qui viennent par l'assistentialisme ou d'autres choses. C'est un confort personnel que je me donne. Et c'est ça, ce confort qui me fait travailler un peu plus sur moi-même. Pour Georges, la notion de confort n'a rien à voir avec la chaleur d'un foyer, une acquisition matérielle ou un compte en banque bien garni. Georges est en situation de précarité depuis plusieurs années. Quand sa famille est rentrée en Amérique latine à cause de la santé de l'un de ses enfants, lui, il a pris la décision de rester en France pour tenter de les soutenir financièrement. Il s'est alors retrouvé sans domicile fixe ni emploi salarié et a décidé de renouer avec l'art et la peinture pour faire son beurre. Après de longues périodes d'errance, Georges a bénéficié du soutien des équipes d'accompagnement vers le logement des petits frères des pauvres, qui lui ont permis de retrouver une stabilité et même une chambre dans un hôtel social. Il nous raconte à quoi ressemble son quotidien. En première, je sors de l'hôtel, je vais visiter le marché, je me balade au canal de l'Ourcq. J'attends un peu l'ouverture des bouts de Chaumont. Et dans les bouts de Chaumont, je fais un tour, je connais des passants qui sont là. Et après, je pars directement au Sabor de Seine. Et au Sabor de Seine, je essaye de récupérer des cartons pour les recycler. Et je m'installe en bas de l'Assemblée nationale. Et je reste des fois jusqu'à 10 heures, des fois jusqu'à 11 heures soir. Des fois, je fais la lecture, j'écris la poésie, je parle avec les autres. Les tons qui se sèchent, mes peintures acryliques. Et ça, c'est mon quotidien. Et je ne reçois pas ni la nourriture, ni l'argent des autres. Je suis dans tout le monde, dans ces partages des émotions, à parler des expériences. Et tous les jours, ça change. Il y en a des gens qui savent que je suis là, qui viennent pour parler, mais tous les jours, ça change. En effet, c'est une vie assez solitaire. Dans cette errance, on rencontre des gens qui, au premier moment, elle est très positive, elle vient dans l'assistance et tout ça. Mais après, on sent aussi qu'il y a beaucoup de profit dans tout ça. Des fois, on vient vous chercher pour réparer quelque chose, on vient pour vous aider à vous donner une cave pour garder les affaires.
Et petit à petit, il devient méchant avec nous, agressif, violente. En effet, c'est pas une relation amicale, ce n'est pas une relation confortable. C'est mieux de garder cette émotion de passage. Ça donne une bonne impression que de faire un suivi des relations. J'ai réussi à avoir une dynamique, un fonctionnement qui me convient. L'âge, elle ne tient pas compte pour moi. Le temps, non plus. J'essaie de tous les jours être dans les actions. Même si sont actions qui ne rapportent pas, j'essaie d'être dans cette responsabilité d'avoir une action. Je ne crois pas que c'est la même situation pour les autres amis de la rue, mais dans mon cas, c'est peut-être cette discipline de l'artistique qui me fait pas voir les obstacles, les pénalités. Selon la définition du Larousse, la précarité est l'état de ce qui est précaire, c'est-à-dire qui n'offre nulle garantie de durée, de stabilité, qui peut toujours être remise en cause. L'absence d'emploi, de revenus, de logement, de lien social ou de papier peut créer cette insécurité. C'est notamment le cas pour Georges, qui cumule plusieurs de ces facteurs. Pour mieux comprendre les liens entre précarité et difficultés financières, le nouveau rapport des Petits Frères des Pauvres, publié en octobre 2024, met en lumière le vécu des personnes de 60 ans et plus qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. On y apprend que plus d'un tiers des interrogés, 37% exactement, déclarent se sentir abandonnés au sein de la société. 58% ne bénéficient d'aucune aide, majoritairement à cause d'un manque d'information. Comme pour Georges, l'association leur vient en aide, notamment à travers ses équipes d'accompagnement vers le logement. Carole Honoré est chef de service en Seine-Saint-Denis et dans le 18e arrondissement à Paris. Elle nous donne sa définition à elle de la précarité, à la lumière de son expérience de travailleuse sociale. La définition de la précarité, c'est bien dans le sens où il manque un manquement au niveau de ce qui nous paraît essentiel. On parle souvent de la pyramide de Maslow. Donc autour du toit, autour de l'hygiène et de la santé, autour des ressources et également autour du lien qu'on peut avoir avec les autres. La pyramide de Maslow, c'est un moyen de hiérarchiser les besoins humains en 5 groupes. En bas, il y a les besoins physiologiques, comme respirer, manger, boire ou dormir. Au-dessus, on retrouve le besoin de sécurité, offert par un environnement stable. Ensuite, on retrouve le besoin d'appartenance et d'amour, suivi par le besoin d'estime, de confiance et de respect. Et enfin, tout en haut, le besoin d'accomplissement de soi. Et je dirais également, au niveau de la précarité, c'est au niveau aussi, au point de vue mental, psychique. Il faut également que les personnes soient en phase également avec eux-mêmes, puissent avoir la capacité également de rebondir par rapport à une difficulté qu'on peut rencontrer. À partir du moment où les personnes n'ont plus réellement cette volonté, vraiment ça dépend de chaque profil. Ça dépend vraiment de la façon dont ils ont la capacité aussi de verbaliser, clairement, voilà, là j'ai besoin d'aide. Il y a des personnes qui vont plus se mettre à pleurer. À chaque fois, je dis, le corps a son langage, donc c'est à nous de le décrypter également. Il y a des personnes qui vont verbaliser, il y en a d'autres non, en fait, parce qu'ils vont vraiment se protéger, faire comme une carapace. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, chez les petits frères, on demande à ce que les personnes, quand ils en ont la possibilité et la capacité, d'écrire. Dans notre verbatim, on utilise beaucoup le mot vulnérable. Ça permet également à ce que nous tous, professionnels ou non professionnels, on puisse être, comme je le traduis comme ça, être un peu touchés, affectés. Le mot vulnérable, les personnes, elles apprécient pas ce mot, puisque c'est vraiment les mettre en état de faiblesse, en situation de faiblesse, or que voilà, elles ont quand même connu une période de rue très longue, plus ou moins longue, des choses dans lesquelles nous-mêmes on n'imaginerait même pas les vivre. C'est des personnes qui ont rencontré des freins, des obstacles, des difficultés bien évidemment. Donc les personnes là, aujourd'hui, elles ont réellement développé une capacité, une résistance, une adaptabilité
pour se défendre, hein, pour vivre, même je dirais même pour survivre. Donc je ne qualifie plus les personnes en situation de grande précarité de vulnérables. Comme elles sont souvent définies par ce qu'elles n'ont pas, les personnes en situation de précarité sont réduites à un imaginaire construit autour de la vulnérabilité. On parle rapidement de la déchéance, de l'échec, voire de l'indignité. Pourtant, la dignité ne les quitte jamais. Après, il est vrai que nous, on rencontre des personnes issues de toutes catégories socio-professionnelles, même si voilà, les personnes à un moment arrivent à l'âge de la retraite. Et la dignité, je pense sincèrement que c'est la façon aussi dont on va recevoir, dont on va regarder. On va parfois aussi toucher les personnes. C'est leur permettre également alors non pas de regagner, mais plus de leur permettre d'avoir un sentiment d'exister en fait. On agit en fonction des personnes. Voilà, l'environnement dans lequel aujourd'hui elles ont pu s'adapter, c'est pas de leur dire oui, oh là là, mes pauvres, non, c'est de partir sur leurs ressources parce qu'il y a réellement des personnes, en tout cas, qui ont su développer par contrainte, bien évidemment, des ressources supplémentaires, de la débrouillardise, dans lequel nous-mêmes, on serait dans l'incapacité de le faire. Eh ben, c'est de leur dire, non pas bravo, mais de leur dire, vous avez été en capacité, en fait. Donc, aujourd'hui, vous êtes non plus en capacité. Là, on sort sur le vécu ou de la survie, mais vous êtes en capacité aujourd'hui de revivre, en fait. Et c'est leur permettre ça, en leur proposant un environnement un peu plus stable, un peu plus sécuritaire. Ça leur permet également de réfléchir autrement. Peut-être qu'on arrive sur une autre phase de découverte, de se dire... Là, je vais me redécouvrir, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir faire différemment. On doit aujourd'hui être témoin de ce qui se passe au niveau de la société. Les personnes âgées ne sont pas forcément écoutées et entendues. Donc nous, comme on a la capacité aujourd'hui, par rapport à l'action des petits frères, de témoigner réellement de ce que les personnes peuvent vivre et subir, notre rôle aussi, c'est ça, parce qu'on va pas pouvoir amener un témoignage sur du concret, non pas, on va pas partir sur une phase utopique, on sait pertinemment qu'il y a des choses qui sont faisables et d'autres non. Voilà, je pense que vraiment, tous ensemble, on peut, en tout cas, amener une réelle amélioration. Mais voilà, il faudrait encore que tout le monde en ait envie. Vous l'avez peut-être compris, cette saison 3 sera consacrée à la précarité chez les aînés. Pour construire ces 5 épisodes, nous nous sommes inspirés d'une réflexion de l'autrice Janine Chamon. Dans La précarité comme être sans, elle écrit, je cite, « De plus en plus d'hommes, avec un grand H, sont désignés par ce qui leur manque. Les sans-abri, sans travail, sans droit, sans papier, sans terre, etc. Ils sont assignés à une identité réduite à la perte, à la privation, au dénuement, au rien. Réduits à seule la nécessité, sans pouvoir déployer leur existence ni réaliser une œuvre, ils survivent, et ne devrait-on pas dire sous-vivent, à la violence sans nom de la guerre économique dans les interstices de la société, déchus devenus déchets, jusqu'à perdre parfois leur nom, leur verticalité anthropologique et leur ultime dignité. Dans cette nouvelle saison de Même pas mort, nous choisissons de contrer ces moins, trop souvent mis en avant, en offrant l'opportunité aux personnes concernées de se définir par tous les plus qui nourrissent leur existence. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit et enregistré cet épisode, Lucie Lossel l'a réalisé et Audiotactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.